Bonjour les premières spé. Nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre qui n'a rien à voir avec ce qui précède. C'est celui sur les ondes mécaniques. On fera deux parties. La partie d'aujourd'hui est sur les ondes mécaniques progressives et je vous avais demandé pour aujourd'hui de travailler sur l'activité documentaire qu'on appelle la OLA. Alors, une OLA, c'est quoi ? Comme vous le voyez sur cette vidéo, la OLA, ce sont quand des gens montent et descendent effectivement sur leur fauteuil pour que une perturbation se propage le long d'un stade, ici Roland-Garros comme dans l'exemple. Bien évidemment, les gens ne sont pas en train de marcher les uns sur les autres, ils ne font que monter et descendre sur leur siège. Ce qui veut donc dire qu'il y a bien une onde qui va se propager. Et on voit que pour autant, le caméraman ne court pas le long du stade, donc en fait, il n'y a pas de déplacement de matière. Et c'est comme ça qu'on a défini effectivement la OLA. Revenons au cours. Je vous ai remis l'adresse si vous voulez le regarder de nouveau. Donc la OLA se crée tout simplement quand les gens se lèvent et se rassoient le long des gradins. Bien évidemment, le milieu de propagation, c'est le public. Donc c'est une perturbation qui se propage dans le public. Et nous venons de le voir sur la vidéo. Elle se déplace sans transport de matière. On observe une déformation temporaire du milieu. C'est ce qu'on appelle un transport d'énergie. La durée, vous avez dû la calculer à l'aide du texte, ce qui vous a donc permis de calculer la vitesse à laquelle se déroule la OLA. Donc j'ai mis à peu près 9 mètres par seconde parce que c'est assez peu précis. Ah, c'est des mètres par seconde. Ensuite, pour revenir sur la forme de la OLA, le mouvement est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc d'après la définition, il s'agit, et nous allons le voir ensuite, d'une onde transversale. Alors justement, il fallait que je vous montre d'autres types d'ondes. Des exemples ici de propagation de perturbations. Voici l'image prise d'un ressort, mais allons voir un simulateur. Il s'agit d'un simulateur d'ondes longitudinales le long d'un ressort. Bien évidemment, si nous étions en classe, je vous aurais montré la même chose que dans la vidéo que vous trouverez à la fin du cours. Donc ici, j'ai un endroit où je peux effectivement bouger de gauche à droite le ressort. Je crée une impulsion. On voit que le ressort se comprime et que cette compression va le long du ressort. Maintenant, regardons chacune des spires pour voir ce qui se passe. Au moment de l'impulsion, je compresse le ressort. En termes, les spires se rapprochent. Puis ensuite, elles reprennent leur position initiale. Donc il y a bien une déformation qui va se propager le long du ressort. Alors cette déformation, si vous voulez la voir un peu plus ici, ce qui veut dire que si ici les spires se sont comprimées, les spires d'à côté se sont détendues. Donc il y a des zones de compression suivies de zones de dilatation, excusez-moi, ce qui indique effectivement que cette fois-ci-là, la propagation se fait dans le même sens que la perturbation. On va voir que ça donne effectivement une caractéristique au ressort. Le deuxième exemple, il s'agit de la propagation le long d'une corde. Allons voir le simulateur. Vous avez dû tous jouer à ça avec un tuyau d'arrosage ou une corde à sauter. Donc, il s'agit d'un ensemble. Alors ici, pour représenter chaque position d'espace, on a mis des petites perles. Mais bien comprendre ici que on peut effectivement créer une perturbation, tout simplement en déplaçant la corde de haut en bas. Alors, en impulsion, voilà ce que ça va donner. Donc cette impulsion va être effectivement liée au fait que je monte et je descends ici. Maintenant, il s'agit d'arrêter et on voit que au fur et à mesure du temps, cette perturbation se propage, mais aucune perle passée ici à gauche s'est retrouvée à droite. Chaque perle, l'une contre les autres, va effectivement se trouver déplacée, cette fois-ci-là, vers le haut, alors que la perturbation va de gauche à droite. Donc la direction de perturbation est cette fois-ci-là perpendiculaire à la direction de propagation. Donc voilà pour ce qui est de la perle. Maintenant,
Posons-nous la question, pour un son, est-ce qu'on est dans le premier cas ou dans le second cas? Allons voir un simulateur. Voici un simulateur d'une onde sonore. Vous reconnaissez ici à gauche un haut-parleur. Un haut-parleur est fait d'une membrane. Et ici, dans ce tube, sont en fait symbolisées, modélisées des molécules. Bon, je parlais de molécules d'air, mais vous avez compris que ce sont des molécules de dioxygène et de diazote qui sont placées à l'intérieur du tube. En créant simplement une impulsion, ici, on va voir effectivement la membrane du haut-parleur se déplacer de gauche à droite. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il va comprimer les molécules entre elles, les particules d'air, puis ensuite elles vont se dilater. Alors, pour arriver un petit arrêt sur image, on voit en fait que certaines particules se trouvent écartées les unes des autres, alors que d'autres particules se trouvent rapprochées. En d'autres termes, la perturbation se propage de proche en proche, avec des zones de dilatation suivies de zones de compression. Donc en fait, nous sommes exactement dans le même cas que dans les spires d'un ressort. Ce type de perturbation, on va dire qu'elle se trouve être longitudinale. Finissons avec le caillou dans la flaque d'eau. Donc ici, pour pouvoir manipuler une flaque d'eau avec un caillou qui tombe à l'intérieur, on va réagir avec ce qu'on appelle une cuve à onde. Donc une cuve à onde, c'est une cuve sur laquelle il y a un tout petit peu d'eau, quelques centimètres, et en fin de compte, à l'aide d'une paille, on souffle à la surface et on crée ainsi une onde circulaire. Pour voir effectivement ce qui se passe à la surface, ici j'ai placé un flotteur vert, et on voit que ce flotteur vert va monter et descendre au cours du temps. Ainsi, effectivement, la perturbation, quand il est sur une hauteur, il va se trouver effectivement en haut, ce qui veut dire que la perturbation est perpendiculaire à la propagation. On appellera donc cette onde transversale, comme dans le cas de la corde. On peut rajouter une autre bille rouge. Alors ce qui est assez drôle, c'est d'imaginer que si les deux billes sont toutes les deux sur des vagues, les zones claires étant représentées par les bosses des vagues, et les zones sombres par les creux des vagues, effectivement les deux billes vont en fait vibrer exactement de la même manière, alors que si je la plaçais effectivement ici, on voit que l'altitude des deux flotteurs est en opposition de phase ici. Nous reviendrons sur ces ondes particulières et effectivement sur ce schéma-là un peu plus tard, mais c'était pour vous montrer le caillou dans l'eau, c'est-à-dire le dernier exemple. Il s'agit donc de définir une onde. Elle s'appelle mécanique puisqu'elle est dans un milieu matériel, progressive parce qu'elle se propage, et elle se propage dans un milieu matériel qui se trouve être déformable, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Ici, c'est la définition générale des ondes mécaniques. Ensuite, ces ondes mécaniques, on a vu qu'elles peuvent se propager dans un milieu matériel. En classe de seconde, vous avez dû voir d'autres types d'ondes qui sont électromagnétiques, qui peuvent se propager dans tous les milieux qui sont transparents. La lumière, par exemple, qui est une onde électromagnétique par nature, va se propager dans le vide, mais aussi dans l'air qui est transparent. Dans le verre, enfin, je vais vous passer, dans l'eau, etc. Une onde se propage dans toutes les directions de l'espace qui lui sont offertes. Nous avons vu donc qu'il existe des ondes à une dimension, comme celle de la corde, celles à 2 dimensions, comme le caillou dans la flaque d'eau, et celles à 3 dimensions, comme la propagation du son dans l'espace. Et nous avons défini ce que c'est qu'une onde longitudinale et une onde transversale. L'onde longitudinale, donc compression suivie dilatation, ce qui veut dire que la direction de propagation est identique à la direction de perturbation, alors que dans le cas de l'onde transversale, la direction de propagation se trouve être perpendiculaire à la direction de propagation. Nous continuons avec l'idée de définir la vitesse à laquelle se déplacent ces ondes. Comme ce n'est pas un objet matériel qui se déplace, on ne parlera pas de vitesse, mais on parlera du mot célérité. Donc il est employé pour la vitesse de propagation d'une onde, puisqu'il n'y a pas de déplacement de matière. Elle se définit comme toute autre vitesse, en fait, c'est une vitesse de propagation, d sur delta t. Vous connaissez ce terme. Il s'agit de définir effectivement cela en fonction donc de la notion de retard. Vous avez donc le long d'une corde une perturbation qui va se propager.
Elle se trouve au point M1 d'abscisse X1 au départ. Elle se trouve au point M2 d'abscisse X2 un peu plus tard. Un peu plus tard, ça veut dire avec un certain retard, ce qui vous permettra de définir le retard comme étant la variation, c'est-à-dire la distance, sur la vitesse, la célérité de l'onde. Bien évidemment, ces formules sont à utiliser dans les exercices d'application. Le premier exercice d'application est une application directe, et plus vous avancez dans l'exercice, et plus, effectivement, là, les exercices seront un petit peu plus compliqués à comprendre. Alors, pour revenir sur le bateau de pêche, un petit simulateur. Voici un simulateur, donc c'est un bateau qui peut se déplacer de gauche et de droite. À savoir que il possède donc un sonar. Dans ce sonar, comme vous l'avez lu dans le texte introductif, est un moyen effectivement de détecter le fond marin. Alors bien évidemment, je ne vais pas ouvrir tout de suite l'image pour que vous ayez l'impression. Donc ça, c'est le signal qu'émet le bateau. Ensuite, ce signal est reçu avec un certain temps de retard à ce niveau-là. Et on voit que quand on déplace le tableau, en fin de compte, le signal reçu est reçu plus tard. Donc on peut imaginer que le fond marin est effectivement entre cette position-là et cette position-là, est sans doute plus profond. Continuons à balader le bateau. Ah, il a détecté quelque chose. Et ensuite le fond marin remonte. Revenons en arrière. Ce qui est bien, c'est que le bateau peut reculer et avancer. Ça, c'est formidable. Ici, il se passe quelque chose. En d'autres termes, il a vu et le fond marin et quelque chose d'intermédiaire. Que peut être cette chose, à votre avis? Nous serions en classe, on aurait fait les questions ensemble, je l'entends bien. Ici, je vous montre donc qu'est-ce qui se passe. Et oui, il a détecté le vent de poisson. Donc bien comprendre effectivement que le fond marin s'abaissait. On a vu que le signal avait un retard plus important. Et si on regarde ce qu'il avait détecté à cet endroit-là, c'est le vent de poisson, et c'est grâce à ça que les pêcheurs peuvent lancer leur filet aux bons endroits. Bien évidemment, pour l'application numérique, vous retrouverez ça au niveau de l'exercice. Dernière application, c'est la détermination de l'épicentre d'un séisme. Donc on vous propose à l'aide de 3 stations de retrouver l'épicentre d'un séisme. Ce que je voulais vous montrer, c'était la propagation effectivement de cet épicentre. Alors, ici, il s'agit de quelque chose qui ne correspond pas effectivement au séisme dont on vous parle, mais c'est le séisme de Sendai, qui s'est effectué effectivement il y a quelques années, et dont on a gardé un enregistrement. Donc il faut savoir que le Japon est muni de différentes stations effectivement, et a pu détecter dans 2 directions, donc du point de vue horizontal et du point de vue vertical, un tremblement de terre qui a eu pour épicentre Sendai, une ville au Japon. Je mets la vidéo en route. Donc au départ, effectivement, les stations peuvent voir un petit peu d'enregistrement vertical. Et ensuite, voilà l'épicentre. Et on voit le séisme qui se propage le long de l'île. À savoir que vous avez compris que Sendai se trouve à cet endroit-là, et c'est son épicentre. Et ensuite, la propagation s'est faite ici en enregistrement de 2 directions. Donc les flèches sont d'autant plus longues que le séisme est important. Et effectivement, ici, on retrouve ce qu'on appelle l'épicentre du séisme, puisque son foyer est en profondeur. Et on voit qu'au niveau vertical, c'est les endroits qui sont plus longs. Mais vous avez vu effectivement la propagation du séisme. Alors je vous la remontre. Elle est quand même impressionnante. Allons-y une deuxième fois. Vous allez voir que l'onde traverse toute l'île et qu'on a pu la ressentir à des kilomètres à la ronde. Voilà ce qui termine effectivement les ondes progressives. Prochaine leçon, ce sera sur les ondes progressives, périodiques, et nous reviendrons effectivement sur la cuve à ondes. Merci de votre attention et vous retrouvez effectivement ces vidéos dans le document. Au revoir.